bien? Ouh, c'est encore un peu mou, hein, mais on va travailler là-dessus. Je suis content de vous recevoir. Le wagon Nantes est content de vous recevoir dans ces nouveaux locaux pour participer à la démonstration de fin de projet des batchs 659 et 667. Donc, petite nouveauté, vous avez deux batchs là pour le prix d'un. Donc vous avez un batch web et un batch data. Donc on va avoir deux types de projets assez différents, donc ça va être assez sympa à observer. Ce qui est aussi un peu nouveau, c'est les nouveaux locaux. Donc pour nous c'est aussi une façon d'accueillir la communauté, donc il y a pas mal d'anciens aussi qui sont là, ça fait plaisir, puis des gens qui ont participé, qui sont venus faire des jurys, qui sont venus faire des talks, donc ça nous fait plaisir de recevoir tout le monde parce que c'est aussi ça qui fonctionne bien, la communauté, quoi. C'est aussi grâce à cette communauté au wagon qu'on a pu former des profs, et puis avoir des profs et donc avoir une équipe qui peut permettre de donner cours, parce que une formation ça commence comme ça. Donc c'est grâce à cette équipe, la bonne équipe, c'est ça qui est important. Donc on va accueillir le premier projet data qui s'appelle Delph. Et je vous demande de les applaudir. Parfait. Bonjour à tous tout d'abord. Donc avant de commencer cette présentation, il y a une question que j'aimerais vous poser en fait. Qui ici connaît la NBA? Ouais, donc je vois que vous êtes assez calés. Donc oui, pas besoin de préciser que la NBA c'est le championnat professionnel de basketball aux États-Unis. Et deuxième question, par contre, qui sait ce qu'est la draft? Donc un peu moins là, un peu moins. Donc la draft, je vais vous expliquer ce que c'est dans la NBA. En fait, la draft, c'est le processus de sélection des joueurs par les équipes de NBA. Et donc, il faut savoir que chaque année, donc 60 joueurs sont sélectionnés pour participer à cette draft. Donc, ils sont sélectionnés sur la base de leur performance universitaire, parce qu'ils ont joué entre 1 et 4 ans à l'université. Et donc, on peut effectuer, au regard de leur performance, une sélection. Et ensuite, chaque équipe en NBA est appelée justement à choisir ces joueurs parmi ces 60 joueurs sélectionnés. Par contre, l'ordre en fait, de choix est déterminé par la performance des équipes lors de la saison précédente. Et il faut savoir que les équipes les moins bonnes choisissent en premier leurs joueurs. Donc elles ont deux choix à faire, elles ont deux joueurs à choisir. Et les équipes les plus fortes choisissent en dernière position donc leurs joueurs. Donc forcément, les équipes qui choisissent en premier sont plus susceptibles d'avoir des bons joueurs, des très bons joueurs. Et les équipes qui choisissent en dernier, des joueurs avec un niveau un peu moins talentueux, disons. Et effectivement, bien sélectionner ces joueurs pour une équipe, c'est extrêmement important. Et pour expliciter ça, j'aimerais prendre l'exemple de la draft 2009, où là, effectivement, on avait une équipe, donc l'équipe du Minnesota, les Timberwolves, qui pouvaient faire leur choix justement en 5e et 6e position, étaient à l'époque à la recherche d'un meneur, et donc ont sélectionné deux meneurs, dont le joueur du milieu qui est Rick Rubio, qui a eu une carrière honorable, sans être exceptionnel, mais honorable. Et le joueur qu'ils ont choisi après en deuxième, c'était donc Johnny Flint, qui lui, par contre, n'a fait que 3 saisons en NBA et ne s'est pas vraiment démarqué, a eu des performances plutôt médiocres au sein de la NBA. Et par contre, ils sont passés vraiment à côté d'un joueur qui a été donc sélectionné en 7e position par l'équipe de San Francisco, qu'on ne présente plus, puisqu'il s'agit de Stephen Curry. Voilà, qui a été un joueur exceptionnel, aux statistiques exceptionnelles. Voilà. Alors, pour éviter de gâcher de nouvelles opportunités, on a travaillé sur un modèle de prédiction des performances des joueurs lors de leur 3e année en NBA. Alors, pourquoi la 3e? C'est parce qu'en première et en 2e année, on considère que les joueurs ne sont pas encore assez matures. Et du coup, la 3e année, c'est là où le joueur commence à pouvoir s'exprimer assez bien sur le terrain et à dérouler après au fur et à mesure les années suivantes. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti des données des joueurs en NCAA, donc c'est le championnat universitaire aux États-Unis. On est parti de ces données-là pour faire les prédictions. Et après, c'est à partir de ces prédictions, on a effectué un système de recommandations pour les équipes en fonction de leurs besoins pour faciliter leur choix au moment de la draft. Donc pour ça, il a fallu récupérer tout d'abord les données. Donc on est allé sur basketballreference.com, qui est un site spécialisé dans les statistiques de la NBA.
Et donc on a récupéré les données de la NCAA et de la NBA pour les joueurs, ensuite leurs données athlétiques et les données concernant le contexte d'évolution des joueurs, donc dans quelle conférence est-ce qu'ils ont joué en université, le niveau de concurrence entre tous les joueurs. Et pour ça, on a effectué le web scraping. Et le web scraping, c'est quoi? C'est parcourir en fait, le code source des pages web pour en extraire les données dont nous avons besoin. Et donc, une fois qu'on a récupéré les données, il a fallu passer à l'étape de modélisation. Et pour ça, on a essayé d'évaluer la qualité d'un joueur. Donc on a travaillé sur 3 composantes, donc l'attaque, la défense et ce qu'on a appelé le facteur risque, qui représente la probabilité qu'un joueur atteigne ou non au moins la 3e année en NBA. Pour ce qui est de l'attaque et de la défense, on a établi nous-mêmes des scores d'attaque et de défense pour l'université et pour la NBA. Et à partir de... Et du coup, on a pu avoir un ratio de conversion de l'université à la NBA. On a un ratio offensif et un ratio défensif qui vont devenir nos targets, qui sont du coup les données qui seront à prédire par nos modèles. Et du coup, on a dû établir 3 modèles. Donc un pour le modèle du ratio offensif, c'est-à-dire pour prédire la future qualité offensive du joueur NBA. Un pour prédire le ratio défensif, donc la qualité défensive du joueur NBA. Et un dernier pour évaluer le risque que le joueur atteigne ou pas au moins la 3e année en NBA. Et donc une fois qu'on a eu ces modèles, il a fallu les entraîner. Qu'est-ce que ça veut dire, entraîner un modèle? Alors entraîner un modèle, c'est qu'on lui donne absolument tout. On lui donne les questions, les réponses. Donc ici, en l'occurrence, on lui donne les statistiques de la 3e année en NBA, les statistiques de la NCAA et les statistiques athlétiques des joueurs. Et à partir de ça, on est capable de calculer nous-mêmes les ratios offensifs, les ratios défensifs et le facteur risque. Donc le modèle connaît absolument tout. Et à partir de là, une fois que les modèles sont entraînés, on a pu passer aux prédictions. Donc qu'est-ce qui se passe au moment des prédictions? C'est qu'on n'a plus cette brique de la NBA. Et du coup, on n'a plus que les statistiques en université et les statistiques athlétiques pour prédire le ratio offensif, le ratio défensif et le facteur risque. Et du coup, nous, ce qu'on s'est amusé à faire, c'est de travailler sur la draft de 2011, parce que c'est un résultat qu'on connaît en fait les performances des joueurs en 3e année en NBA de la draft 2011. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est qu'on a entraîné les modèles sur les années 2012 des années 2012 à 2018. Et c'est parce que 2018, c'est la dernière année où on connaît les performances des joueurs en 3e année. Et donc, quand on a fait nos tests sur l'année 2011, on a eu des résultats plutôt sympas. Donc je vous présente à gauche Tobias Harris, au milieu Corey Joseph et à droite Jimmer Fredette. Donc pour Tobias Harris, on a prédit un ratio défensif de 0,97. Alors il faut savoir qu'un ratio proche de 1, ça veut dire qu'il aura globalement les mêmes performances en université et en NBA. Et que c'est défendre en université et défendre en NBA, c'est une autre paire de manches. Et du coup, ce joueur, on voit aussi qu'il totalise 52,8 win share. Alors, le win share, c'est quoi? C'est le nombre de matchs qu'on considère qu'un joueur a fait gagner presque à lui seul. Donc, ce joueur en 2011, ce joueur a été pick en 19e position, alors qu'il a clairement des résultats dignes d'un top 10 facile. Pour Corey Joseph, qui a été pick en 29e position, lui, on a carrément prédit une progression de ses performances offensives parce qu'on a un ratio qui est supérieur à 1. Et du coup, c'est un joueur qui a été choisi très tard, alors qu'il a 26,2 win share, ce qui est déjà tout à fait honorable. Et tout à droite, alors Jimmer Fredette, qui a été pick en 10e position, qui était à l'époque une vraie superstar dans le championnat universitaire, qui était prédit un très bel avenir, et puis qui s'est au final avéré être un flop parce qu'il a fait 3 saisons NBA avant de repartir en Chine, puis il réessaye de revenir en NBA et ainsi de suite, et ça a toujours été un flop. Donc en fait, avec tout ce qu'on vous a présenté, on est capable de faire un classement plus ou moins offensif ou défensif de talent pur, dirons-nous. Mais nous, on a voulu aller un petit peu plus loin et donc créer un système de recommandation. Donc l'idée, c'est vraiment de donner une réponse à chaque équipe de quel joueur correspondrait le mieux à leurs besoins. Donc pour ce faire, on a créé ce qu'on a appelé notre fit formula, donc je vais vous détailler un petit peu.
Donc tout d'abord, on a le P-off et le P-def. Donc ça, c'est la performance prédite en 3e année de NBA. Donc ça, c'est tout simplement le produit du ratio prédit par nos modèles et des performances universitaires. Ensuite, on a aussi le at-équipe et le def-équipe, donc en fait qui correspondent aux besoins offensifs et défensifs de chaque équipe. Donc ça, on s'est basé sur les statistiques de la saison précédente, la draft, pour chaque équipe, et donc on adapte le besoin. Donc typiquement, une équipe qui est en dessous de la moyenne offensivement va donc se voir recommander un joueur légèrement au-dessus de la moyenne offensivement. Ensuite, on a divisé ça donc par une valeur qui est le nombre d'années universitaires. Donc typiquement, dans le système universitaire, on peut faire de 1 à 4 ans, mais généralement, le plus on reste à l'université, le plus la perception du potentiel est basse. Donc généralement, les joueurs à plus fort potentiel ne font qu'une seule année en NBA, en NCAA, avant de passer au niveau professionnel. Et donc enfin, on a multiplié tout ça par le facteur de risque qu'on a prédit, parce que même si un joueur peut être excellent, s'il a une durabilité de 3 ans ou moins, c'est probable que son utilité à l'équipe qui le draft soit relativement limitée. Et donc ensuite, on a mis tout ça sur une application, donc on va vous montrer. Donc ça va mettre un petit peu de temps à charger. Mais donc dans l'application, on a mis 2 drafts. Donc la draft 2011, donc ça c'est pour donner vraiment un peu de crédibilité à nos résultats. Donc l'idée c'est que la draft 2021, on va vous la présenter, on va vous présenter nos résultats. Mais malheureusement, on ne sera pas capable de dire si ces résultats sont cohérents ou non pour le moment. Alors que la draft 2011, vu qu'on a les résultats, on va pouvoir vraiment faire une comparaison de nos résultats par rapport à la réalité. Donc en fait, on a scindé notre site en 2 grosses features, on va dire. Donc tout d'abord, la prédiction, qui permet donc de sélectionner une année, donc mettons la draft 2011. Et après, on va pouvoir choisir une équipe. Donc mettons qu'on sélectionne l'équipe de Boston. Donc d'abord, ce qu'on va voir, c'est un graphique que vous voyez ici qui représente les forces et les faiblesses de chaque équipe. Donc là, on va voir typiquement que c'est une équipe qui est forte en défense, mais relativement faible en attaque. Et donc on va adapter la recommandation en fonction. Donc typiquement, là, on peut choisir la position parmi les 5 positions classiques du basket. Et donc typiquement, mettons qu'on choisisse un ailier, on va ensuite voir les 5 prédictions que nous ressort notre modèle. Donc ce qu'on va voir là, c'est qu'on va retrouver donc Tobias Harris, qui est donc une des bonnes prédictions de notre modèle. Et ce que vous avez peut-être remarqué, c'est que Kawhi Leonard, le deuxième choix recommandé, a des valeurs qui sont dans les 2 cas supérieures à Tobias Harris. Donc ça, c'est les valeurs universitaires. Donc l'idée là, c'est vraiment de comprendre que Kawhi Leonard a passé 2 ans à l'université avant de se présenter à la draft, là où Tobias Harris n'en a passé qu'une seule, ce qui explique vraiment la différence. Ensuite, vous avez un code couleur. Donc, en jaune, ça représente un facteur de risque de 60 à 80%. Donc, ça représente donc un joueur à 60 à 80% de chance de faire 3 ans ou plus. Et en vert, c'est 80% ou plus. Et donc, typiquement, si on voit qu'on change d'équipe et qu'on présente une équipe comme Brooklyn, donc qui est une équipe qui est plus faible défensivement, mais plus forte offensivement, on va voir que l'ordre va changer. Donc, Tobias Harris reste le meilleur choix apparent. Mais après, typiquement, la deuxième position, ça va être Chris Singleton, donc qui est un joueur qui est censé être légèrement plus fort en défense. Ensuite, on va passer à la draft simulation. Donc en fait, l'idée là, c'est vraiment de faire une draft simulée entièrement, et c'est soi-disant la draft idéale d'après notre modèle. Donc si chaque équipe choisit le premier choix qu'on lui recommande, telle sera la draft. Donc tout d'abord, vous avez donc le nom des joueurs, et on a également une colonne, donc Real Rank, qui est la vraie position des joueurs dans la draft 2011, et également le win share, donc qui est une mesure générale de l'impact d'un joueur dans sa carrière. Et donc on a eu quelques résultats particulièrement intéressants, tels que Derrick Williams, que vous voyez en 6e position, qui a été drafté en 2e position dans la réalité, donc c'est un choix quand même assez important, et qui a eu une carrière correcte, mais sans plus. Mais on a aussi eu des résultats plutôt surprenants et plutôt agréablement surprenants, avec typiquement Kawhi Leonard donc, et Tobias Harris, qui ont été tous les deux draftés de 10 à 15 positions plus haut que dans la draft réelle, et qui ont tous les deux eu des impacts assez considérables pendant leur carrière. Et ensuite, on a des exemples typiquement comme Isaiah Thomas, qui a été drafté en 60e position dans la draft de 2011, donc il a failli ne pas être sélectionné. Et notre modèle a su le prédire en 26e position, sachant qu'il a eu une bonne carrière. C'est à nouveau une bonne prédiction. Alors malheureusement, nos modèles ne sont pas parfaits, et on a aussi eu des erreurs, typiquement Kemba Walker, qui a été drafté en 9e position, là où nous on l'a drafté en 22e, et il a fait une très bonne carrière. Donc ça s'explique principalement par des facteurs extrasportifs qui sont assez compliqués à quantifier malheureusement.
Et donc ensuite, on a fait la même chose pour la draft 2021. Donc là, vous allez voir que parmi les joueurs du top 10, on va retrouver la plupart des joueurs qui ont vraiment été draftés. Même si certains des joueurs ont beaucoup grimpé dans notre classement, d'autres ont beaucoup chuté. Mais malheureusement, ça, on n'est pas encore en mesure de dire si ce sont des résultats qui sont vraiment cohérents ou pas. Mais donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner rendez-vous dans 3 ans pour voir si nos résultats avaient du sens ou pas. Merci. Vous pensez en faire quelque chose après, dans une application commerciale ou pas, mais quelque chose que vous allez utiliser à plus large gestion que pendant les projets de fin de wagon? Bon, alors en fait, commercialement, l'intérêt il est soit énorme, soit complètement nul. Donc, comme on l'a mis au tout début, c'est des contrats à plusieurs millions de dollars. Donc, potentiellement, si on avait un modèle qui était vraiment parfait, ça aurait un intérêt commercial énorme. Après, on a eu quelques soucis. Typiquement, on n'a pas pu inclure certains des joueurs européens, certains des jeunes joueurs, parce qu'on n'avait pas des statistiques qui étaient cohérentes. Ils affrontent un niveau de concurrence qui est beaucoup plus élevé. Et donc, en fait, il y a certaines limitations. Limites autour desquelles on a dû un peu improviser, donc malheureusement, probablement pas. Merci, Pablo. On va accueillir le prochain projet, mais je l'ai fait patienter un petit peu. J'ai des choses à vous expliquer parce que je ne vous ai pas tout dit quand même tout à l'heure. J'étais assez rapide. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'ils ont eu 2 semaines pour faire les projets que vous allez voir là et le projet que vous venez de voir. Ils ont eu 2 semaines pour les faire, et ils ont eu 7 semaines avant pour apprendre la technique. Donc c'est pas mal quand même, hein. On va voir aussi que les autres projets sont pas mal, mais c'est assez impressionnant. Donc la formation de data en elle-même, il y a dans le web aussi, mais le menu il est assez copieux, quoi. Hein. Ils font du Python au tout début, ils vont reprendre toute la data analyse avec du Python, du SQL, des librairies, NumPy, Panda. Après, ils vont sur un peu des maths un peu avancées. Ils vont aller sur du machine learning, sur du deep learning, du data engineering. Donc, bon menu copieux, mais pour rien gâcher, on met ça à la fin dans un projet. Et donc, un menu qui ne sera pas gâché. Le projet Pick2It va nous le montrer tout de suite. Voilà, ça va être plus intime. Ok, bienvenue à tous, merci d'être là. Alors, on va vous présenter notre projet qui s'appelle Pick2It et qui part d'un constat assez alarmant sur le gaspillage alimentaire. Et l'idée, c'est d'essayer d'aider le Kidam chez lui tout seul à essayer à son niveau de le réduire. On a été 3 à travailler sur ce projet. Alors, ils vont apparaître. Tadam! Donc vous avez Jérémy, Antoine et moi-même. Voilà. Alors, quelques chiffres pour démarrer. Au niveau mondial, alors on va se faire peur, faut apprendre à lire, 1,6 milliard de tonnes de légumes et de fruits sont jetés avant même d'être consommés. Pour les fruits et légumes, c'est 45% de ce qui est produit et consommé qui est jeté. Et ça, c'était en 2018. En 2030, les prévisions, c'est plus de 2,1 milliards de tonnes. D'après les études, le 1,6 milliard de jetés, ça permettrait quand même de nourrir 3 milliards d'individus. Donc, a priori, si on calcule bien, si on dit qu'il y a 800 et quelques millions de personnes qui souffrent de la faim, on les réduit. Voilà. Ok. De ça, c'est bien, mais on va redescendre à un niveau un peu plus franco-français, on va dire. Et là, on va récupérer les chiffres de l'ADEME, l'Agence du développement et de... je ne sais plus, la maîtrise de l'énergie, voilà, c'est toujours français, donc c'est un peu compliqué. Et là, les chiffres sont à peu près les mêmes. En fait, ils nous expliquent que, pour les Français, c'est les fruits et les légumes, c'est 19 et 31% de gâchés. Donc, si je calcule bien, ça fait 50%. On a refait des maths. Et 50% de fruits et légumes gâchés pour les Français. Pour le petit Français chez lui, moyen dans sa cuisine, c'est à peu près 10 kilos par an qu'il jette. Et ça représente environ 130 € tous les ans qui partent à la poubelle pour
le français. Donc, on se dit, mais pourquoi? Pourquoi gâcher, franchement? Alors, hein, faites quelque chose. Bah, je pense que comme moi, vous consommez des fruits et des légumes, et ça nous est tous arrivé de se dire, zut, voilà, trop tard. Plus envie, non, ça, les patates, ça fait 3 fois cette semaine, tartiflette, choucroute, c'est bon, il fait 40 degrés, je laisse tomber, bah oui, 2 semaines après, plus de pommes de terre, puis on rachète des trucs, et on se dit, bah non, je préfère consommer ça, et on oublie, on passe, et ça marche plus. Donc, on vous propose une application qui va vous permettre de vous aider à reprendre ça en main, et à ne pas oublier ce qui se passe dans votre cuisine, et ne pas jeter bêtement ce que vous avez acheté et le consommer. Donc, comment ça fonctionne? Ben, c'est simple, on a besoin d'une photo, une seule. Alors le plus simple, c'est de prendre un exemple. La photo du frigo du wagon. Non, un autre wagon. Voilà. C'est plus réaliste. Et notre application, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va lire l'image, elle va en tirer le nom des fruits et des légumes qu'elle va y trouver, et elle va ensuite aller sur le site Marmiton et elle va en retirer 3 recettes qu'elle va vous proposer en disant « vous pouvez faire ça avec ». Et là, vous êtes sauvé, plus de choucroute et de tartiflette, vous pouvez faire des salades légères. Mais le truc, c'est comment ça fonctionne. Et donc moi, du coup, je vais avoir la lourde tâche un peu de vous expliquer comment ça se passe, un peu plus techniquement, derrière la solution qu'on vient de vous proposer. Et donc pour ce faire, alors je vous rappelle, hein, nous, notre solution, c'est de la détection d'aliments et de la recommandation de recettes. Alors, il y a 3 étapes principales, et uniques d'ailleurs. Donc un cropping, donc un split qu'on va voir, une prédiction, donc la détection, et ensuite le fait d'aller vous recommander des recettes. Donc je vous propose qu'on en aille regarder un peu dedans. Donc au niveau du cropping, donc, ce qui est la première étape, ça c'est une étape qui a pour but uniquement en fait, d'aider le modèle dans ses prédictions, dans sa détection. L'idée, c'est qu'en fait, sur une image entière comme celle-ci, le modèle, il ne va pas réussir à identifier, en fait, en tout cas pas les modèles qu'on a utilisés, ils ne vont pas réussir à identifier l'intégralité des aliments qu'il y a dedans. Et donc, pour l'aider un peu, ce qu'on fait, c'est qu'on redécoupe en fait, l'image entière, on la redécoupe en plus petites images, et c'est sur ces images-là qu'on va appliquer notre modèle, et donc il sera capable de nous dire par image s'il détecte quelque chose ou pas. Le deuxième avantage en fait, qu'il y a à faire ça, c'est que vous, au niveau utilisateur, on ne vous contraint pas à mettre un certain format d'image. Vous êtes libre de mettre le format d'image que vous voulez, et nous, derrière, on s'occupe du traitement pour que notre modèle puisse tourner. Et ça tombe bien qu'on parle de modèle, parce qu'on va aller regarder un peu tout ça. Alors, laissez-moi d'abord contextualiser au niveau des modèles, un peu comment on a décidé d'évaluer nos modèles. Donc, d'abord, pour mesurer, pour évaluer nos modèles, on a décidé d'utiliser ce qu'on appelle le score de précision. Pourquoi est-ce qu'on a voulu utiliser ça? Le score de précision, c'est la métrique en fait, qui nous permet de nous assurer au maximum d'éviter de vous dire qu'un aliment est présent dans votre frigo alors qu'il ne l'y est pas. C'est cette métrique-là qui nous permet de nous assurer de ça. Et donc maintenant qu'on sait sur quoi on va comparer, il nous faut quand même un seuil de comparaison. Il nous faut quelque chose pour après entraîner pour faire nos modèles et pour qu'on voit si nos modèles sont intéressants ou pas. Donc c'est ce qu'on a, en fait, ce seuil, c'est ce qu'on va appeler la baseline. Ce seuil, le but, c'est qu'il soit le plus naïf possible, qu'il soit naïf et aléatoire. L'idée, nous, on a décidé en fait dans un premier temps de détecter 15 aliments. Alors, on s'est fixé sur 15 pour des soucis principalement de performance lors de l'entraînement, mais aussi de performance lorsqu'on vous le présente. On pourrait augmenter à terme. Ces 15 aliments, si on prend un modèle le plus basique possible, donc si vous vous souvenez de toutes les petites images que je vous ai montrées tout à l'heure, donc le découpage, les patchs, en fait le modèle, imaginez un dé à 15 faces, une face correspond à un aliment, et pour chaque petite photo que vous avez vue, le modèle il va jeter un dé, il va y avoir une face, et ça sera sa prédiction. Donc ça donne une chance en fait, de prédire le bon objet, le bon aliment, c'est une chance sur 15, donc ça vous fait à peu près 6,7%. Donc voilà pour un peu le seuil de comparaison. Donc ensuite, maintenant qu'on a notre seuil de comparaison, on s'est dit, allez, on va travailler, on va aller faire quelques modèles. Il faut savoir que le deep learning, en fait, ce sont des modèles qui nécessitent énormément de données quand même pour les entraîner. Et on s'est vite rendu compte qu'avec ce qu'on avait à notre disposition, on n'était pas capable en fait, de sortir un modèle assez pertinent, déjà qui est très loin de battre notre baseline, mais du coup qui est même très proche de 0. Et ça, on a tout de suite compris que c'était peut-être pas la solution sur laquelle il fallait qu'on parte. Donc là, on était un peu triste à ce moment-là.
Heureusement, on a de la chance en fait. Il existe des modèles qui sont déjà pré-entraînés, qui sont en open source et qui sont en fait utilisables. Ces modèles-là, ça reste des modèles généralistes. Nous, et ce phénomène, en fait, le fait d'utiliser un modèle qui a déjà été pré-entraîné, c'est ce qu'on appelle du transfer learning. Alors, transfert, c'est dans l'idée du partage de connaissances. Du coup, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a pris en fait le modèle qui s'appelle le VGG16, donc que vous voyez à droite. Et ce modèle-là, comme je vous l'ai dit, c'est un modèle qui est très généraliste. Il a été entraîné sur 14 millions d'images et il est capable en fait de reconnaître 1000 objets en tout genre. L'idée, c'est que ces modèles-là, vu qu'ils sont généralistes, il faut quand même qu'on les spécialise un peu. Oui, on a quand même travaillé un peu derrière. Du coup, on a repris ce modèle et on l'a spécialisé pour en fait travailler sur les 15 aliments dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vous précise que les aliments, on ne les a pas choisis au hasard, on a pris en fonction des aliments un peu qui se retrouvent le plus dans les foyers. Et après en fait, avoir retravaillé ce modèle et l'avoir spécialisé sur notre tâche à nous, on sort un modèle qui est capable de détecter quasiment à 96% les aliments qu'on met dedans. Donc là, pour résumer, qu'est-ce qu'on a? On a un modèle qui est capable quand même de plutôt bien détecter des aliments. Et en fait, ce qui va nous sortir à la fin, c'est que pour chaque patch que je vous ai montré tout à l'heure, en fait, il va créer une liste, il va remplir cette liste et il va mettre tous les éléments qu'il détecte. Donc nous, on a cette liste. Mais là, dans notre solution, ce qui nous manque, c'est quand même les recettes. C'est un peu ce qui vous intéresse, c'est les recettes. Et encore une fois, on doit être très chanceux, mais il y a encore quelque chose qui existe pour faire ça, c'est ce qu'on appelle le scrapping. Et en fait, le scrapping, du coup, c'est le fait d'aller chercher en fait, de l'information sur un site internet. Et donc nous, avec la sortie de notre modèle et donc ce que le modèle nous donne comme liste ingrédients, on est capable d'aller chercher en fait, les recettes qui correspondent aux aliments que vous avez dans votre frigo. Et donc voilà pour la partie technique. Maintenant, on va vous montrer un peu comment ça se passe en termes utilisateurs. Alors, j'espère à présent que vous avez tous bien conscience des enjeux du projet et des techniques qu'on a mises à contribution. Passons sans plus attendre à la démo. Alors, donc on a développé cette application. Comment ça va se passer? Dans un premier temps, vous prenez une photo de votre frigo, vous la chargez. Elle apparaît. Vous vérifiez que c'est bien la bonne photo. Vous pouvez charger d'autres photos éventuellement. Là, c'est bien mon frigo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Très bien. Alors là, on a lancé le process déjà. On a validé que c'était mon frigo. Le modèle tourne. On va avoir des prédictions. Donc, on va regarder. Ici, on a 8 prédictions. Alors, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il a détecté. Donc, on avait des aubergines, de la banane, du brocoli, le concombre, je ne suis pas sûr. Ok, non, il n'y a pas de concombre, mais par contre, il peut se tromper avec le poivron qui a la même forme, la même couleur, et donc éventuellement, ça peut être des similarités. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pastèque, c'est bon. Poivron, ok, yes. Et en dernier, c'était raisin, il me semble. Et si tu peux redescendre, salade. Salade, c'est ok. Alors, comment ça se passe? Moi, en ce moment, j'essaye de manger un peu plus local, de contrôler, de maîtriser un petit peu ce que je mange. Et donc, je me fais livrer en fait toutes les semaines justement des paniers de fruits et légumes. Ce qui se passe, c'est qu'en fin de semaine, bien souvent, en fait, j'ai des produits que je n'ai pas utilisés, je ne sais pas forcément comment cuisiner, comment assembler, et je me retrouve souvent à les jeter. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, c'est cette solution de… Ici, on récupère un top 3 des recettes Marmiton à partir de tous ces produits. Alors, comment ça marche? Comment choisir? Comment choisir dans un premier temps la recette? On a calculé un score. On s'est dit, en fait, si on part sur une note globale, on va être biaisé par rapport au nombre de reviews. Savoir, on va préférer prendre une recette avec 4,5 qui a 2000 contributeurs plutôt qu'une recette qui a 5 alors qu'elle a qu'un seul contributeur. Donc, on a rajouté un petit bonus qui va être pondéré en fonction du poids justement du nombre de contributeurs pour avoir un score et afficher un top 3 cohérent. Alors, moi cette semaine, comme je vous disais, je me suis fait livrer ce panier. Ça, c'est une photo du début de semaine. Entre-temps, j'ai consommé quand même une bonne partie de ces produits, mais il me reste l'aubergine et le poivron qui commencent à passer un petit peu et j'aimerais bien les consommer avant d'avoir à les jeter. Alors, si on clique, si on choisit justement l'aubergine et le poivron, on va récupérer une liste de recettes qui va correspondre totalement justement à cette sélection. Donc, regardons. Ok.
Ok, alors donc là, on a un tatin, des lasagnes et une sauce éventuellement. Pour ma part, je vais prendre le tatin, qui m'a l'air assez simple à faire. Et j'ai pas grand-chose à rajouter en plus, donc c'est parfait. Pour moi, j'ai la solution aujourd'hui de lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc le contrat est rempli. Merci au Pick to Eat et merci à vous tous. Aujourd'hui, déjà bravo, hein. C'est un super cas d'usage. Merci. Je pense qu'on est tous confrontés à ça, donc c'est vraiment génial et joli boulot. Juste une question sur le scrapping, du coup, c'est un live scrapping ce que vous faites, c'est à partir du moment où il y a la photo, vous faites un scrapping en direct parce que vous avez un job régulier qui alimente une base de données derrière. Non, en direct. c'est un live. Ok. Ouais. À partir du moment où la liste est créée et que vous l'avez là en direct, en fait, c'est le temps de chargement que vous avez en attente, c'est le scrapping qui se fait et l'apparition automatique des recettes directement récupérées du code source. Bien. Il n'y a pas d'API pour Marmiton. Non. Pardon. Il n'y a pas d'API pour Marmiton. On n'est pas passé par l'API. On n'a pas trouvé directement et après on se dit, bah, on nous a appris à faire du scrapping, autant. Bonne réponse. Merci. Moi, même question que tout à l'heure, pour compter continuer à bosser dessus après Wagon, ou c'était un projet qui était vraiment fait pour la fin de votre... À la base, c'est un projet qui est fait pour le wagon, mais c'est sûr que c'est facilement déployable. Après, les limites, c'est là on l'a utilisé sur 15 produits et c'est un peu la limite pour le faire passer sur une application aujourd'hui pour nous. Il faut des moyens beaucoup plus gros en termes techniques pour l'entraîner sur tout ce qu'on peut avoir dans un frigo. Et donc nous, personnellement, on n'aurait pas les moyens, mais oui, éventuellement, si ça se développe et qu'on trouve des investisseurs, bien sûr. Si un généreux contributeur prêt à acheter oui, c'est sûr. on est là. Ce serait réalisable. Charles, merci. Merci. Ouais. Alors, on a fini les projets data. C'était bien, hein? On va passer au projet web, il y en a 3. Avant de passer au premier projet, je vais vous expliquer un peu ce qu'on fait au web, quand on forme les gens au web, donc par où on passe. Donc on fait de la programmation algorithmique, on fait de la programmation orientée objet, on fait de la base de données, du front, et puis après on met tout ça ensemble avec Rails pour faire des applications. Des applications web, donc vous allez voir 3 applications web. Donc ça, c'est pendant 7 semaines. Puis comme je vous ai dit, il y a les 7 semaines de formation initiale. Et puis après, il y a les 2 dernières semaines où on fait des projets. Normalement, avec tout ce qu'on a appris sur les 7 premières semaines, les 2 dernières semaines, elles glissent tout chousse, hein, comme un traîneau, quoi. Mathis, c'est à toi. Bonjour tout le monde, je m'appelle Mathis, j'ai 23 ans. Et il y a 6 mois, j'ai commencé un nouveau job. Du coup, je travaille beaucoup la semaine et en fait, j'aimerais bien m'engager davantage, mais j'ai pas le temps. Et j'aimerais faire des dons financiers à des associations, mais le problème, c'est que les associations, aujourd'hui, pour faire des dons, il faut encore envoyer des enveloppes avec des chèques ou faire des virements bancaires, et c'est pas forcément des moyens que j'utilise aujourd'hui. Et le jour, en allant au travail, sur Twitter, j'ai vu une superbe infographie d'une application qui s'appelle Treno. J'ai un ami qui a fait un don sur cette application, et en fait, j'ai vu et j'ai téléchargé l'application parce que ça m'a attiré. Je me suis dit, tiens, je veux faire des dons. J'utilise mon téléphone, donc je vais pouvoir faire des dons en ligne. Donc j'ai téléchargé l'application Treno, donc je vais la lancer. Donc super, donc je découvre que je vais pouvoir faire des dons en ligne sur l'application. Donc je vais la lancer, on me demande mon prénom, donc moi comme je vous ai dit, je m'appelle Mathis. Hop, je vais noter Mathis. Super, je vais continuer. Donc je vois qu'on me demande de choisir des catégories parmi toutes les associations. Donc moi je vais choisir l'environnement, les animaux et la solidarité. Je vais continuer. Super, donc apparemment, on me demande d'affiner mes choix parmi toutes les catégories que j'ai sélectionnées. Donc je vais choisir les forêts, les océans, les personnes sans domicile fixe, je vous ai dit que je faisais des maraudes régulièrement. Et enfin, je vais prendre les abeilles et pour finir, les orphelins. Donc je vais continuer. Donc je découvre que sur l'application, l'application va nous proposer tous les mois 5 nouvelles associations à soutenir en début de mois.
et que 90% des utilisateurs de Treno font des dons mensuels de 8 € par mois. Je continue. Ok, donc on me demande de choisir mon budget. D'ici la fin de l'année, j'aimerais donner 100 €, donc je vais choisir 100 €. Et je vois que mon don me coûtera réellement uniquement 34 € avec la déduction d'impôt. Je continue. Donc je vais m'inscrire, je vais mettre mon adresse email. Hop, super, je vais choisir un avatar. Je vous l'ai pas dit, je suis assez mégalo. Hein. Voilà, je vais mettre ma photo, je vais mettre mon mot de passe pour m'enregistrer. Hop. Super, et je m'enregistre. Ok, donc là j'arrive sur l'application et je vois que Treno m'a sélectionné 5 associations pour ce mois-ci parmi les choix que j'ai faits et mes préférences que j'ai ajoutées. Donc je vois que je peux replanter des arbres avec Mini Big Forest, nettoyer les océans avec The Ocean Cleanup, nourrir les sans domicile fixe avec les petits gilets, protéger les orphelins avec The Miracle Foundation et enfin sauver les abeilles avec Confidence d'abeilles. Donc moi je vais choisir Clean the Ocean avec Ocean Cleanup et enfin les petits gilets parce que je fais des maraudes. Donc je vais continuer, je vais donner. Donc là je vois que mon budget annuel est de 100 € que je souhaite donner jusqu'à la fin de l'année et on me demande de répartir les dons entre les deux associations. Donc je vais donner 5 € à Ocean Cleanup et 10 € aux petits gilets. Je vais valider mon don. Ok, donc je vais pouvoir donner 15 €. J'arrive sur le formulaire de paiement, des moyens plus modernes que des chèques et des virements bancaires. Donc je vais rentrer mon adresse email. Hop. Je vais mettre ma carte bancaire. Notez pas le nombre, elle fonctionne super bien celle-ci en plus. Mon nom de famille c'est Tournai. Hop, super. Et je vais pouvoir payer. Ah, il n'a pas pris mon nom, si c'est bon. Super. Ok, super. Voilà, super. Donc là, je retrouve en fait les 2 dons que j'ai réalisés et je vois que j'ai donné 15 € sur mon budget annuel de 100 € et qu'enfin, il me reste 4 mois pour réaliser 85 € de dons d'ici la fin de l'année pour atteindre mon objectif. Et donc, je retrouve les 2 dons que j'ai réalisés, donc 10 € pour les petits gilets et enfin 5 € pour The Ocean Cleanup. Et je vois que j'ai un petit certificat que je peux télécharger apparemment, super. Donc une infographie qui est générée automatiquement. Je peux le télécharger et je peux le partager directement sur mes réseaux sociaux. Donc je vais le partager sur Twitter parce que l'autre matin j'avais vu la publication de mon ami et je vais la partager et c'est tweeté. Hop. Et je vais aller sur Twitter. Hop. Et donc on voit bien que j'ai tweeté pour l'association des petits gilets qui me tient à cœur. Donc si vous aussi vous voulez faire des dons pour des associations, vous pouvez aller sur Treno. Je vous remercie. J'ai des questions pour Mathis. Bonjour, du coup c'est hyper intéressant effectivement ton application. Est-ce que tu penses aussi à la partie administrative en aval avec toute la partie certificat des associations pour les impôts justement? Oui, du coup, c'est l'association Treno qui référence les associations. Donc on a une charte, enfin on a des critères pour trouver des associations à référencer. Et voilà, on les référence en amont et après elles sont mises sur l'application directement. Et du coup ensuite l'association t'envoie quand même par courrier les attestations? Non, ça on a des mandats entre guillemets pour déléguer justement la délivrance de reçus fiscaux ou autres. Voilà. Il y a les questions de Nico aussi. Ok. Du coup, Treno, en fait, c'est une entreprise que je lance en octobre, normalement, si tout se passe bien. Et en fait, c'est pas du tout une plateforme comme je vous ai présenté tout de suite en B2C, donc pour des dons pour des particuliers comme ça, comme on peut télécharger sur Apple Store, mais c'est une plateforme B2B pour les entreprises pour qu'elles gèrent en fait leur RSE et leur mécénat. Et en fait, on a réadapté le projet que je lance en octobre pour le faire au wagon et voilà, refaire, tout recréer depuis le départ avec un groupe. Voilà.
dans les starting blocks. Alors, je vous ai raconté un peu ce qu'on faisait au wagon pendant 9 semaines, mais la journée, je ne vous ai pas dit encore. La journée, ça se passe en 3 temps. Il y a un cours le matin, de 9h à 10h30, puis après, on fait des exos tout le reste de la journée, de 10h30 à 17h. On finit par le live code à 18h pour un petit récap en fait, de fin de journée. Mais donc, le gros de la journée, c'est des exos en binôme, en pair programming. Donc, on apprend à bosser ensemble. Et puis, on finit par des projets de groupe, comme vous avez pu le constater. Donc, en fait, il y a aussi, à travers le wagon, un système de matching entre les gens, quoi. Il y a quelque chose qui se fait, qui se crée entre les alumni. Puis, comme vous pouvez le voir aussi dans la salle, il y a des connexions qui se font même entre batchs. Donc, c'est ça que vous nous présentez un peu en dérivé. Le projet Mate Match. Merci pour eux. Bonsoir à tous. Pour cette démo, je serai Pavel, un étudiant polonais, arrivé en France pour ses études. Déjà, je peux vous dire qu'en Pologne, ça marchait plus facilement que ça. Ensuite, je peux vous dire aussi que ça fait 1 mois que je suis arrivé à Nantes, et quand je suis arrivé, je connaissais absolument personne. Pourtant, je me suis déjà fait plein d'amis. Comment ? Grâce à Mate Match. Si vous ne connaissez pas Mate Match, je vais vous expliquer. C'est une application qui permet aux étudiants étrangers comme moi de rencontrer des locaux comme vous, pour qu'ensemble on puisse partager plein d'expériences comme aller au cinéma ou simplement boire une bière. Je vous montre. Il y a 2 semaines, j'ai rencontré Marie avec qui j'ai pu aller au musée. La semaine suivante, j'ai envoyé une demande à Nicolas pour qu'on aille faire un ciné. Visiblement, il n'était pas dispo cette semaine-là, donc la semaine suivante, j'ai envoyé un message à Thomas pour qu'on aille faire du sport ensemble. J'espère qu'il va accepter. Mais en attendant, on est vendredi et moi je ne sais toujours pas ce que je fais ce week-end. Alors on va regarder ensemble. Il y a pas mal de trucs possibles, de l'art, du sport, du tourisme, de la balade, nourriture, cinéma et musique. Moi, je sais pas vous, mais j'ai quand même bien envie d'une bière. Alors, on va aller dans Hangout. Pour ce qui est des langues, je vous l'ai dit, moi, je suis polonais. Donc, je parle très bien polonais. Je parle aussi anglais, et vous aurez remarqué que je me débrouille en français. Pour la ville, moi, j'habite à Nantes. Pour ce qui est du genre, ça m'est égal, donc on va tout cocher. Pour l'âge, j'ai 23 ans, donc j'aimerais bien quelqu'un qui a à peu près ma tranche d'âge. Enfin, pour les sujets de discussion, moi je m'intéresse pas mal à l'écologie et je fais aussi du surf et du skate. Je voyage un peu, donc ce serait pas mal de tomber sur quelqu'un qui a un petit peu le même profil que moi. C'est cool, il y a pas mal de monde sur Nantes. Je vois qu'il y a Thomas que je reconnais, je lui ai déjà demandé pour du sport, donc on va éviter. Par contre, il y a Charles. Charles, il aime aussi le voyage et l'écologie, comme moi, c'est plutôt sympa. On va voir son profil. Tiens, il est développeur, c'est marrant ça. Il a l'air plutôt sympa, Charles. Je vais lui envoyer une invitation. J'espère qu'il va accepter. Salut, du coup, moi c'est Charles. Et il y a quelques années, je suis parti en Chine pendant 6 mois pour faire mes études et j'ai pu vivre des expériences assez folles parce que j'ai rencontré plein de locaux qui m'ont permis de vivre des expériences incroyables que je n'aurais pas pu vivre tout seul. Et du coup, je me suis dit, ça serait sympa quand même de pouvoir rendre l'appareil en France. Du coup, je me suis inscrit sur Mate Match. Et c'est la première fois que je vais utiliser l'application. Ça tombe bien, vous êtes chanceux et chanceuses. Je viens de recevoir ma première notification et j'ai Pavel qui souhaite me rencontrer. On va aller voir ça. Donc effectivement, nous avons le profil de Pavel et il souhaite sortir. On va aller voir un peu son profil à Pavel. Ok, Pavel, il a une tête sympa. Il aime l'écologie, la musique, les voyages. Ça pourrait matcher. C'est un étudiant polonais, il est arrivé à Nantes. Ok, cool. On l'accepte, Pavel, du coup ? Ouais ? Allez, on accepte Pavel. Pavel devra recevoir une notification, du coup, disant que j'ai accepté sa demande et il va recevoir aussi mes coordonnées afin de prendre contact avec moi. Mais j'y pense, la semaine dernière, je me suis blessé en faisant un foot et j'ai mis sport dans mes activités. Donc ce serait quand même sympa de pouvoir changer. Du coup, je vais décocher sport et je vais choisir quelque chose qui bouge un peu moins, genre le ciné, je pense que c'est un peu cool. On va valider. C'est bon, c'est updaté, c'est trop bien. Donc si comme Pavel, vous souhaitez vivre des expériences dans votre pays d'accueil ou comme moi, ou vous souhaitez faire vivre votre culture à des étrangers, utilisez Mate Match. Merci à vous. Des questions ? Charles, oui, Pavel, qu'est-ce que vous allez en faire de tout ça après ? On aimerait bien tous les deux un petit peu continuer à bosser sur le projet. Pendant les 2 semaines, on avait pensé à des features qu'on n'a pas encore trop eu le temps de faire parce que c'était assez intense et je pense que ça pourrait être intéressant de continuer.
Donc Mate Match, une suite peut-être. C'est pour faire un truc un peu côté business ou pour progresser sur le dev, sur la sécurité? Progresser, ouais. C'est un cadeau pour la communauté. Merci. Merci à vous. C'est le dernier projet. On va bientôt pouvoir souffler dehors. Je voulais... En fait, la baseline du wagon, c'est quoi la baseline du wagon déjà? Changer de vie, apprenez à coder. Okay, donc on peut se demander pourquoi les gens ils font le wagon, quoi. Donc parce qu'il y en a qui veulent devenir développeurs, il y en a qui veulent devenir data scientist, ou bosser dans le produit, ou bosser en tant que gestion de projet, ou lancer leur boîte, réinventer leur carrière, quoi. Et ça peut être intéressant de réinventer sa carrière. Donc si je vous repose la question, pourquoi les gens ils font le wagon? Parce que pour certains c'est une urgence vitale de changer. Ok, bon, bonjour à tous. Nous, on va vous présenter un projet qui nous a été proposé par le CHU de Nantes pour contacter toute une équipe d'astreinte en seulement quelques clics. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les nuits, les week-ends, quand un patient arrive aux urgences, il y a un médecin réanimateur de garde sur place qui doit contacter toute l'équipe d'astreinte, composée d'infirmiers, de médecins, de chirurgiens. Ça fait entre 7 et 9 personnes que le médecin réanimateur doit appeler un à un. De plus, les informations des membres de l'équipe, donc leur nom, leur numéro de téléphone, sont écrits chaque jour sur un tableau Velleda situé au milieu du service. Nous, on a voulu améliorer l'efficacité de tout ce processus-là et on va vous présenter notre solution Urgence Vitale. Donc, pour le cadre de la démonstration, mon équipe, donc mes camarades et les membres du projet présents dans la salle vont jouer le rôle de l'équipe d'astreinte à domicile et je jouerai le rôle du médecin réanimateur en garde. Donc, je vais me connecter sur l'application. Et donc, comme vous pouvez le voir, il y a 3 types d'alertes que l'on peut lancer qui correspondent en fait au code couleur utilisé actuellement par le CHU pour les urgences qu'ils reçoivent, qui dépendent du type et du niveau d'urgence. Les alertes blanches, par exemple, sont des alertes qui sont lancées quand il y a une opération de greffe qui est programmée. Donc, par exemple, on va rentrer le type de greffe, l'heure de début de l'opération et l'heure d'arrivée du greffon. Les alertes orange, de la même manière, sont des alertes qui sont programmées un petit peu plus tard et du coup on a au moins 1 heure avant qu'elle démarre. Donc de la même manière, on va rentrer le type de l'opération et l'heure d'opération. Enfin, les alertes rouges sont des alertes qu'on lance quand il y a une urgence absolue. Dans ces cas-là, le médecin réanimateur n'a pas le temps de décrire l'opération et va directement envoyer l'alerte à toute son équipe. Donc maintenant, imaginons on est au CHU, le médecin réanimateur reçoit un patient arrêt cardiaque. Il n'a pas une seconde à perdre et donc il va envoyer une alerte rouge à toute son équipe. Super, je peux voir que l'alerte a bien été envoyée et les membres de l'équipe d'astreinte à domicile ont reçu un SMS les notifiant de l'alerte et leur demandant de valider leur présence à l'hôpital. Donc là, sur le téléphone de Maxime que vous pouvez voir ici, il y a un lien qui le redirige vers l'application et qui lui permet de valider le fait qu'il est en route pour l'hôpital. Et là, on peut voir sur mon écran que quand Maxime confirme sa présence, eh bien, ça se met à jour en direct sur mon application. Ah. Apparemment, il y a un appel. Bonjour, alerte rouge en cours. Veuillez confirmer votre présence sur l'application Urgence Vitale via le lien reçu par SMS. Ok, bon, comme vous pouvez le voir, dans mon équipe, il y a aussi Fiden qui n'avait pas répondu présent à l'alerte. Et quand il traîne un peu, par exemple parce qu'il n'a pas entendu le SMS parce qu'il dormait, l'application va se permettre de lui envoyer un appel automatiquement sur son téléphone portable, puis sur son téléphone fixe s'il n'a toujours pas confirmé sa présence. Enfin,
si après toutes les relances envoyées automatiquement par l'application, certains membres continuent de ne pas donner de signe de vie, alors je peux d'un simple clic sur l'application afficher le numéro de téléphone de Fiden et l'appeler moi-même pour savoir où il en est. Voilà. Du coup, voilà. Donc si comme moi, vous pensez que les médecins devraient passer moins de temps au téléphone et plus de temps à sauver des vies, choisissez Urgence Vitale. Est-ce qu'il y a des questions pour l'équipe Urgence Vitale? Moi j'ai une question assez simple. Le cas d'usage que tu évoques là, est-ce que quand tu dis que c'est un pitching de l'hôpital de Nantes, c'est réellement comme ça que ça se passe dans les détails ou... Alors, je vais rentrer. Bonjour. Bonjour. Je suis avocat, je suis défenseur. Donc je suis Jean-Christophe Roussel, professeur Roussel, responsable du service de chirurgie cardiaque. Alors, la petite grande précision importante, cette alerte est développée pour le service de chirurgie cardiaque de Nantes. Aux urgences, je vous rassure, il y a du monde 24 sur 24. Aux urgences, il y a tellement de monde que les gens dorment sur place. Par contre, en chirurgie cardiaque, on travaille non-stop de 7h à 20h. Mais comme on travaille non-stop de 7h à 20h, quand même, on laisse les équipes rentrer chez eux le soir. C'est vital pour leur équilibre. Et aussi, heureusement, on ne fait pas que des nuits blanches. Et donc, comme on laisse partir les gens à 20h, s'il y a une greffe, s'il y a une rupture d'aorte, ou comme un coup de couteau qui arrive planté dans le cœur, ou s'il y a un malade qui s'arrête en chirurgie cardiaque, qui a un arrêt cardiaque en chirurgie cardiaque, là, nous, on est autonome. C'est notre propre service qui doit gérer ses propres urgences. On ne fait pas appel aux urgences du centre-ville. Donc, c'est là où cette application devient fondamentale. Et c'est là aussi où, au XXIe siècle, vous allez nous trouver encore à l'âge de pierre, mais le réanimateur qui est le seul à dormir sur place, ben, il doit, s'il y a une urgence vitale, c'est lui qui doit appeler les 7 personnes. Alors c'est lui, c'est une aide-soignante, c'est une infirmière, mais on passe trop de temps. Et jusque-là, on n'avait pas réussi à trouver un moyen pour faciliter ces appels un peu de masse. Donc là, lorsqu'on a expliqué notre problématique au wagon, lorsqu'on a vu le résultat final, qui certes a besoin encore de finition, on a été assez scotché. Si ça marche, il y a un énorme potentiel. C'est énorme. Et moi, ça m'a beaucoup impressionné si vous avez été capable de mettre des plans B. Parce qu'il faut être honnête, il y a des opérateurs téléphoniques là, ça ne marche pas. Des fois, je ne vais pas donner de mais vous savez, il ne faut pas idéaliser la vie réelle, même dans un hôpital, on est confronté à des difficultés. Si un opérateur téléphonique ne marche pas bien, eh bien on ne peut pas contacter les gens d'Astreinte. C'est une catastrophe à cause de l'opérateur. Et donc là, si on est capable d'avoir un numéro B, d'avoir un numéro C comme ligne, si vraiment vous êtes capable de déclencher une alerte sur une ligne fixe, ben je dis bravo, si ça marche. On dit bravo. Une autre question pour Urgence Vitale? C'est bon? Merci beaucoup. Super, merci. Bon, bah ça y est, c'est fini. Hein. Jean-Michel Transition va faire aussi Jean-Michel Conclusion. Donc vous avez vu, ce qui est important quand même, c'est d'avoir une bonne équipe, de rencontrer des gens. On a vu ça sur MateMatch. On a vu aussi que il faut donner un peu de soi. Ça, c'est important aussi. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? 3. L'équipe. On a vu... MateMatch, j'ai dit. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Ah, voilà, j'ai dit l'urgence vitale, c'est important maintenant d'aller boire un coup et de manger.